Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un point lecture des livres que j'ai pu lire cet hiver. Nous sommes au mois de mars, on arrive doucement vers le printemps et les températures le font ressentir un petit peu, c'est très agréable. Et avant de passer à cette nouvelle partie de l'année, j'avais très envie de revenir sur les lectures que j'ai pu faire ces derniers mois. J'ai pas fait énormément de vidéos ces dernières semaines, mais en fait j'ai pas énormément lu non plus. Mais là je me suis dit que j'avais quand même assez de livres à vous présenter avant de passer à d'autres vidéos. Et donc je vous propose qu'on commence tout de suite avec le premier livre que j'ai lu cette année, et il s'agit de L'étrange cas de Dr Jekyll et de Mr Hyde. Ici écrit par donc Robert Louis Stevenson aux éditions Librio. J'aime beaucoup cette petite couverture. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Beaucoup de personnes en commentaire sur Instagram m'ont dit que c'était une lecture obligatoire quand ils étaient au collège et ils avaient moyennement apprécié. Moi j'ai beaucoup apprécié. J'avais l'impression de lire un mélange entre une nouvelle de Sherlock Holmes et ouais, c'est un roman anglais, britannique, enfin, à Londres, vous voyez un peu R 1850 je crois, quelque chose comme ça, début 1900. C'était vraiment très sympa. On suit l'histoire d'un quartier dans lequel des actes de violence terribles ont lieu et on va suivre donc plusieurs personnages. Notamment le docteur Jekyll qui vacille un petit peu, on essaye de comprendre pourquoi. Si vous connaissez l'expression c'est un docteur Jekyll et Mr Hyde, vous savez de quoi il va en découdre dans cette histoire, mais quand bien même je le savais, je trouvais ça très intéressant de voir comment l'histoire évoluait. J'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant la manière dont c'est écrit, puisque le paysage tient vraiment lieu de personnages presque à part entière, la ville est presque un personnage à part entière. Je vais vous lire un petit passage où on a le vent qui est complètement personnifié, je trouve. C'était une vraie nuit de mars, on est dans le thème. C'était une vraie nuit de mars, tempétueuse et froide. Un pâle croissant de lune, couché sur le dos, comme si le vent lui culbutait, luisait sous un tissu diaphane et léger de fuyantes effilochures nuageuses. Le vent coupait presque la parole, et sa flagellation mettait le sang au visage. Il semblait en outre avoir vidé les rues de passants plus qu'à l'ordinaire, et M. Utterson croyant n'avoir jamais vu cette partie de Londres aussi déserte. Il eût préféré le contraire, jamais encore il n'avait éprouvé un désir aussi vif de voir et de coudoyer ses frères humains, car en dépit de ses efforts, il avait l'esprit accablé sous un angoissant pressentiment de catastrophe. Lorsqu'ils arrivèrent sur place, le vent y soulevait des tourbillons de poussière, et les ramures squelettiques du jardin flagellaient les grilles. Poole, qui durant son trajet n'avait cessé de marcher un pas ou deux en avant, fit halte au milieu de la chaussée et malgré l'âpre bise, retira son chapeau, s'épongea le front avec un mouchoir de poche rouge. Vous voyez, le vent assez terrifiant, il me fait beaucoup penser aux arbres dans Blanche-Neige qui sont complètement des personnages à part entière et je trouve en tout cas. Et voilà, ça m'a beaucoup plu et du coup j'ai très envie de lire L'île au trésor du même auteur, grand classique de la littérature qui aurait inspiré le film Disney, donc L'île au trésor, que moi j'ai vu que très récemment et que j'ai beaucoup aimé. Et alors là, ce que je vous propose, c'est qu'on le lise ensemble. Alors, je ne vais pas faire un livre audio, puisque je suis sûre qu'il y a plein de livres audio beaucoup plus intéressants et mieux faits que ce que je compte faire. Mais du coup, je pars du principe que si vous avez envie d'écouter un livre audio de L'île au trésor, vous en trouverez plein. Mais du coup, j'ai très envie de faire des live lectures sur Twitch de manière régulière. Et donc, je me dis que ça pourrait être très sympa, chaque, par exemple, dimanche fin d'après-midi, entre 17h et 19h, faire un petit moment de lecture ensemble, commenter le livre. Il n'est pas énormément long, les chapitres sont courts. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si l'idée pourrait vous plaire. Est-ce que c'est une aventure que vous aimeriez suivre? Bien entendu, je mettrai les replays sur YouTube pour que si vous avez loupé un chapitre ou deux, vous puissiez aller les écouter dans la semaine avant le prochain live. Je pense que dimanche soir c'était le plus adéquat d'après ce que j'ai pu voir sur Instagram. Si vous avez d'autres propositions d'horaire, n'hésitez pas. Moi ça me plairait énormément de faire ça. Donc une première partie du live un peu lecture, papotage et ensuite on passe à ça. Et si ça vous plaît, pourquoi pas le faire avec d'autres livres, bien entendu libre de droit. Je ne veux pas me lancer dans des lectures publiques non autorisées ou alors je demanderai l'autorisation à l'éditeur avant de le faire. Mais voilà, je me dis que commencer par L'île au trésor qui est dans le domaine public, ça pourrait être très sympa. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu Le Magasin Général. Oui,
une série de BD absolument géniale. Je ne vais pas revenir sur les bandes dessinées que j'ai lues dans le cadre de mon challenge 7 jours 7 BD, puisque ça c'était une vidéo à part entière, ça serait trop long de les incorporer dans ce point lecture, donc si des points lecture BD vous intéressent, je vous mets ma vidéo en barre d'infos. Le magasin général, c'est une bande dessinée en 9 tomes, il me semble, de Loisel et Tripp, si je ne dis pas de bêtises. Je ne l'ai plus en ma possession puisque on me l'avait prêté. Et c'était génial. Je ne m'attendais pas à autant aimer. J'avais lu le premier tome au mois de juin dernier déjà, et là j'ai tout recommencé, j'ai tout lu d'une traite. On est au Québec dans les années 20, dans un petit village, mais c'est même pas un village, il y a quoi? Il y a 10 maisons et un magasin général que Marie et son mari tiennent, sauf que son compagnon vient à décéder. Ça c'est le début du premier tome, et elle se retrouve toute seule à prendre en charge ce magasin général qui alimente toute la ville en fourniture, en alimentation, en produits du quotidien. On va suivre l'histoire de cette petite ville et de ce petit village, et les personnages sont géniaux. Je m'attendais absolument pas à voir certains thèmes abordés, c'est très progressiste, très intéressant, très pudique. Moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de pudeur dans ces personnages et dans les aventures qu'ils vivent. C'était très très bien amené, les dessins sont vraiment chouettes. Vraiment je n'ai pas de point négatif à dire à cette bande dessinée, je l'ai vraiment beaucoup aimée. Et je vous conseille de la découvrir si ce n'est pas encore fait. J'en ai pas énormément entendu parler sur les réseaux sociaux que moi je suis. Donc si jamais vous avez déjà entendu parler de cette bande dessinée, franchement, si vous hésitez, foncez parce que je l'ai trouvé super. Ensuite, un essai de la maison d'édition de la découverte dans leur collection Zone que j'aime énormément. Ici, il s'agit des besoins artificiels, comment sortir du consumérisme de Razmil Kesheyan. J'avais lu chez eux La fabrique du consommateur, que j'avais adoré. Vraiment, ça avait été un gros coup de cœur. Et j'ai très envie de lire tous les livres de cette collection. Donc là d'ailleurs je n'en ai plus, j'irai m'en acheter un. J'ai toujours envie d'en avoir un dans ma bibliothèque pour continuer la collection. Et c'était... Comment dire, j'avais beaucoup d'attentes et puis j'ai vu que les avis étaient un petit peu mitigés, donc j'y suis allée tranquillement. Au final j'ai beaucoup aimé ma lecture, j'ai appris pas mal de choses. Je m'attendais à ce que ça parle un petit peu de toute la vibe minimaliste, création de faux besoins et compagnie, et en fait pas tant que ça. Ça parlait plutôt de la manière dont les objets étaient soumis à l'obsolescence programmée et comment pallier cette défaillance en fait et cette force finalement du système capitaliste qui nous emprisonne plus qu'autre chose. Il y a toute une partie dans le comment on appelle ça, sur la garantie, l'histoire de la garantie, quelles sont ses limites, quelles sont les possibilités pour le consommateur et pour le vendeur. C'était très intéressant, j'ai beaucoup aimé, mais aussi sur qu'est-ce que c'est, vers quel bien on pourrait se diriger pour une meilleure consommation qui s'inscrit vraiment dans un 21e siècle engagé, écologique, et donc, notamment il parle de l'idée de bien émancipé. Un bien émancipé qui aurait 4 caractéristiques. Pour vous donner une petite idée, il faut que le bien soit robuste, il faut qu'on puisse échanger les pièces détachables par exemple, qui puissent être utilisées et combinées avec d'autres éléments. Je prends un exemple tout bête, le chargeur universel, qui peut être utilisé avec énormément de produits. Voilà, ce n'est qu'un exemple, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Je vous conseille vivement de lire La fabrique du consommateur avant celui-ci. Moi j'ai très envie d'en lire d'autres de cette collection parce que pour l'instant j'aime tout ce que je lis. Ensuite j'ai lu une autre bande dessinée que je n'ai pas non plus en ma possession, je l'ai empruntée à la médiathèque. Il s'agit de Lightfall, La dernière flamme, qui est une bande dessinée vraiment assez longue, plutôt que classée jeunesse. J'avais l'impression de lire un film d'animation ou un dessin animé. Les couleurs sont magnifiques, la lumière est magnifique. C'est dans un monde complètement imaginaire, un monde fantasy, où notre jeune héroïne va s'occuper de son papy qui a un peu, même beaucoup de pertes de mémoire et voilà, il perd un petit peu la tête. Elle s'occupe de lui et un jour elle va rentrer et il aura disparu. Il laissera juste une lettre et elle va partir en quête de son papy, mais aussi en quête un petit peu d'elle-même et de qui elle est, accompagnée d'un fidèle compagnon, fidèle voyageur, un très bon ami. J'ai beaucoup aimé cette bande dessinée, je l'ai trouvée vraiment très chouette. C'est vraiment une ode à l'adolescence et à ce besoin de prendre confiance en soi pour grandir et devenir adulte.
J'ai beaucoup aimé les dessins et les illustrations, et le tome 2 sort ce printemps. Donc j'espère pouvoir la lire. Je l'ai emprunté à la médiathèque, je ne sais pas si ma médiathèque aura rapidement le tome 2, mais en tout cas j'ai trouvé ça très très chouette. Ensuite, j'ai lu quoi? J'ai fini le livre audio de Sandman. Je vous montre ici le comics parce que je n'ai que lui en ma possession et ce serait bizarre de vous montrer le livre audio. J'ai fini le livre audio de Sandman. Je n'ai pas lu complètement le comics parce que j'accroche pas énormément aux dessins qui sont très bruts, je trouve, très violents et très froids en même temps. C'est vraiment du comics classique au niveau du dessin des années 80. C'est pas les dessins auxquels moi personnellement j'accroche le plus, et en même temps parfois il y a des petites perles graphiques comme ça qui émergent, qui tapent à l'œil, hein, forcément. J'ai énormément aimé ce livre audio. C'est vraiment un drame auditif, théâtralisé, mis en scène avec des bruitages, avec des effets spéciaux, avec énormément de comédiens et de comédiennes, parce que quand j'ai commencé le comics, je me suis dit mais comment ils ont adapté une bande dessinée en livre audio, et ils ont fait ça à merveille. Vraiment, la version française est géniale. Malheureusement, c'est une exclusivité audible, donc sur l'application d'Amazon. Ça, je trouve ça un petit peu dommage, mais j'imagine qu'ils ont eu les moyens pour pouvoir mettre en place ce genre de produit. Je vous recommande 1000 fois le livre audio. Attention aux âmes sensibles, c'est quand même pas léger, Sandman. On va commencer l'histoire en 1900 où on va avoir un mec un peu riche, un peu fêlé, qui va vouloir invoquer la mort. Genre le dieu de la mort, rien que ça. Et il se plante en fait, il fait son invocation et au lieu d'invoquer la mort, il invoque le dieu du sommeil, Orphée. Morphée, hein, je crois. Bref, le Sandman, comment c'est le nom ? Voilà, je vais vous lire le résumé, il est beaucoup mieux fait que ce que moi je vous dis. 1916 Angleterre, en quête d'immortalité, un mage du nom de Roderick Burgess emprisonne par erreur le jeune frère de la mort, Morphée. Craignant pour sa vie, le sorcier garda le maître des rêves captif durant 7 décennies, perturbant le sommeil du reste de l'humanité. Libéré, Morphée se mit en quête de ses attributs de pouvoir, un masque, un joyau et un sac de sable, afin de rétablir l'ordre universel et chasser du territoire des rêves les démons, usurpateurs de ses pouvoirs. J'ai vraiment aimé ce comics. Ce qui m'a un peu perturbée, c'est parfois l'ordre des histoires. J'avais un peu du mal à me souvenir de tous les personnages. Il y a certains récits que j'ai aimés plus que d'autres. En fait, il ne faut pas vous attendre à une histoire de A à Z. Il faut vous attendre à plein d'histoires différentes, à plein de nouvelles, à plein de chapitres en fait. Alors, il y en a qui durent plus longtemps que les autres et il y en a parfois qui durent très peu de pages au final. Et ça m'a surprise. Mais une fois que je m'y attendais, ça allait beaucoup mieux. Et j'ai vraiment aimé. Franchement, c'est vraiment une expérience de lecture, une expérience auditive que je vous conseille de découvrir. J'ai vraiment apprécié ma lecture. Ensuite, j'ai lu Traverser la ville de Robert Silverberg qui m'a été envoyé par les éditions du Passager clandestin. C'est un tout petit livre, une toute petite nouvelle que j'ai beaucoup aimé, très marquante, dans une collection qui s'appelle 10 chroniques science-fiction. Alors d'après ce que j'ai vu, le Passager clandestin, c'est une maison d'édition indépendante qui a 2 grosses collections, une collection plutôt essai, très graphique. Moi j'aime beaucoup le visuel, voilà, très engagé du coup dans des essais politiques notamment, et la politique ensuite s'éparpille un peu partout, économie, écologie et compagnie. Et puis une petite collection de livres dans ce style-là, de nouvelles, un peu, comment dire, une sorte d'archéologie de la littérature, de science-fiction, de certains auteurs et autrices très connus, mais qui ont publié peut-être des textes méconnus. Et voilà, remis au goût du jour et surtout sous un angle contemporain. Donc là par exemple, en 1973, Robert Silverberg imagine un grain de sable dans les rouages d'une ville machine planétaire. Et on a sa nouvelle là ça dure une 60aine de pages. Ensuite, ce que j'aime énormément, c'est qu'on a une biographie de l'auteur qui était Robert Silverberg, et on a aussi toute une partie sur la nouvelle et son contexte. Donc on a vraiment une explication du contexte dans lequel l'auteur a écrit sa nouvelle. Moi j'aime beaucoup, ils font plein de textes engagés dans ce style-là. Il y a À voter de Isaac Asimov, qui tombe à point nommé, n'est-ce pas, avec les élections présidentielles en France actuellement. Voilà, donc qui m'intéresse beaucoup. Et j'ai aussi Demain le silence, que j'ai lu mais que je vais relire parce que j'étais un petit peu fatiguée au moment où je l'ai lu. Mais voilà, c'est tout petit, ça se lit très vite, c'est très prenant. C'est un petit peu une sorte d'ovni littéraire que j'aime beaucoup, je vous conseille si jamais vous avez envie de découvrir. Je n'ai même pas raconté l'histoire, mes excuses, mais en fait j'ai été happée par la première page. Je vais vous lire la première page.
parce que je pense qu'il ne faut pas trop en dire, étant donné qu'il y a si peu de pages. Le premier jour de l'été, ma femme du mois, Silena Ruiz, a trouvé le moyen de subtiliser le programme directeur de notre district au centre d'informatique de Fort Ganfield et de disparaître avec. Un garde du fort a avoué qu'elle était parvenue à entrer en lui faisant du charme et qu'elle l'avait droguée. Certains disent qu'elle est maintenant à Connington, d'autres ont entendu dire qu'elle avait été vue à Moton Court, d'autres encore prétendent qu'elle a gagné le 1000. À mon avis, peu importe où elle est partie. Ce qui importe, c'est que nous n'avons plus notre programme. Voilà 11 jours que nous vivons sans, et les choses commencent à se gâter sérieusement. La chaleur est abominable, mais il faut que nous branchions chaque thermostat sur la commande manuelle avant de pouvoir nous servir de notre système de refroidissement. Je crois bien que nous serions cuits avant d'en avoir terminé. Trop bien. Et ensuite, je vais vous parler d'une déception. Je le fais pas souvent et ça m'embête, mais c'est un livre que j'avais très envie d'apprécier, très envie de lire. J'avais lu, pendant mon challenge 7 jours 7 BD, Shangri-La de Mathieu Bablé, et j'ai trouvé que c'était un peu téléphoné, un peu faux dans les dialogues, mais que le dessin était très prenant et l'histoire très prenante aussi. Mais voilà, j'accrochais pas par rapport au ton un peu moralisateur et que je trouvais tout du long. Et donc j'ai lu Carbone et Silicium, qu'on m'a beaucoup conseillé. On m'a dit qu'il était vraiment différent, que j'allais sûrement plus apprécier. Ici, on est dans un monde, notre monde, qui va évoluer ensuite de beaucoup d'années. Donc on part d'un point de départ pour aller ensuite vers le futur. Je pense qu'on part quand même un peu plus tard que le nôtre, où on va faire deux robots munis d'une très forte intelligence artificielle qui vont absorber tout Internet et tout voilà, le savoir de l'humanité à leur naissance. Deux robots identiques qui s'appellent Carbone et Silicium. Ils sont identiques mais pas tout à fait, puisqu'on va déjà faire deux entités quand même physiques différentes qui vont vivre des choses différentes. Et encore une fois, j'ai trouvé les dessins très chouettes, et j'ai trouvé le postulat de base très chouette, et l'histoire sympa. Mais j'ai vraiment un souci avec les dialogues dans le livre, pas tant genre les dialogues des robots entre eux ou avec les autres personnages, mais juste des personnages humains. Je trouve que les dialogues sont très faux, et je ne me parviens même pas à savoir si c'en est ironique ou pas. Et ça me gêne beaucoup dans ma lecture. Déjà, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le premier, donc dans Shangri-La, je vous avais parlé d'un moment où il y a un dialogue entre deux personnages dont un qui garde son téléphone depuis longtemps. Il y avait un personnage qui dit « Oh là là, t'es vraiment nul de garder ton téléphone aussi longtemps ». Ça faisait vraiment fausse réprimande. Je suis pas sûre que vraiment des gens se moquent comme ça, des gens qui gardent leur téléphone 3-4 ans et pas le dernier... Enfin, ça n'existe plus, enfin, je pense en tout cas. Et là, voilà, on a de la création des personnages. On a la création de leur physique, notamment. Donc, toute cette partie où on va choisir la taille de la poitrine, la taille du sexe masculin, la taille du sexe féminin aussi, la couleur de peau, les hanches et compagnie, donc des personnages. Et puis, on va avoir quelqu'un qui demande... je voulais vous dire, comme une partie de l'équipe est japonaise, nous étions demandé s'il était envisageable qu'un des androïdes ait des traits asiatiques. L'autre personne répond « Attendez, je demande ». Et la réponse, vraiment cliché quoi, genre dans le ton, surtout dans le ton, ça fait vraiment un peu genre tweet quoi. Les actionnaires ne sont pas d'accord, ils disent avoir déjà consenti à un effort en acceptant de mettre un robot de couleur pour satisfaire les réseaux sociaux et les médias de gauche. Ça fait quand même un petit peu, je trouve... je sais pas quel est ce sentiment, mais voilà, je trouve que c'est un peu trop et un petit peu un manque de subtilité selon moi. Il y a beaucoup de choses, c'est un reproche que j'avais déjà fait à Shangri-La. Vous voyez peut-être la phrase « show, don't tell ». J'ai l'impression qu'on me dit beaucoup les choses dans la BD, qu'on m'a beaucoup dit quoi penser ou qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien. Ce que je peux comprendre puisque là les personnages s'adressent à des robots, mais les robots sont en même temps censés avoir acquis tout le savoir de l'humanité, donc on n'a pas besoin de leur expliquer les choses. Voilà, il y avait plein de petits moments comme ça où j'étais un petit peu gênée, j'aurais juste aimé qu'on me montre en fait, plutôt qu'on me dise vraiment les choses. Donc je mets un petit bémol sur cette bande dessinée. Et voilà, et sur Shangri-La aussi, c'est peut-être pas exactement pour moi, je sais pas trop. Si vous avez d'autres titres dans ce style à me conseiller, n'hésitez pas parce que c'est un thème que j'aime beaucoup, mais je me suis pas énormément retrouvée dans celle-ci, mais j'en ai entendu énormément de bien, donc si vraiment ça vous tente, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, je veux pas du tout vous freiner, je vous partage juste mon avis, et pourquoi moi là où j'étais un petit peu déçue.
Voilà pour mes lectures, j'espère que ça vous aura intéressé et que certains titres vous auront donné envie d'être découverts. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire si cette lecture de l'île au trésor vous tente. Je vous mets le lien Twitch en barre d'infos, je vous saoule un petit peu avec ça peut-être. Et moi c'est un projet qui me tient vraiment à cœur et que j'aimerais bien mettre en place. Peut-être pas ce dimanche-ci, mais pourquoi pas le dimanche d'après. Bref, de toute façon, je préviendrai sur Twitter et sur les réseaux sociaux avant de faire quoi que ce soit, mais ça me tente beaucoup. Voilà, écoutez, je vous souhaite de très très belles lectures, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye!